Nous allons pouvoir commencer cette présentation de l'analyse des accidents du travail. Toutefois, en préambule, nous avons souhaité partager avec vous quand même la partie webinaire, web série que nous avons entamée depuis un certain temps avec la FHP. Mais dans un premier temps, de cette intervention était prévu un bicast, puisque nous avons souhaité ce webinaire interactif pour le rendre plus dynamique et se rapprocher au plus près de la réalité du terrain. Donc, c'était un élément qui faisait partie aussi de cette intervention. Donc, les liens n'est plus accessible malgré tout. Nous vous montrerons les éléments qui étaient à partager pour lesquels les participants devaient donner leur réponse. Donc, dans la ligne du temps, agir en prévention, bien évidemment, ça s'inscrit dans la durée. Et nous avions commencé en février 2023 avec un premier webinaire qui portait justement sur l'organisation prévention et pour qui, à la suite de ce webinaire, un travail intercession avait été privilégié, notamment au travers de la grille de positionnement en santé et sécurité au travail, qui allait permettre aux établissements d'avoir une visibilité à date de leur positionnement sur l'évaluation des risques et leur organisation prévention. Dans cette grille de positionnement, un des items est l'analyse et le suivi des accidents du travail et maladies professionnelles, qui, au regard des résultats de cette grille, allait permettre aux établissements d'avoir des axes de progrès pour pouvoir commencer à préparer leur démarche de prévention. Le mois de mai a été l'occasion d'un deuxième webinaire qui rentrait plus en avant dans la démarche de prévention avec une approche opérationnelle. Comment démarrer sa démarche de prévention avec, dans un premier temps, la préparer au travers du projet d'évaluation des risques professionnels qui donnait lieu à une lettre d'engagement de la direction, qui est un élément central pour pérenniser cette action, et une feuille de route qui allait donner justement les directives pour pouvoir mesurer et planifier sa prévention. Dans un second temps, au travers des résultats qui étaient trouvés suite à cette évaluation, la mise en place d'un document unique avec justement son plan d'action associé. Donc là, on était vraiment dans la partie réaliser le projet de prévention au travers d'un plan de prévention. Alors, pour les établissements de plus de 50 salariés, oui, c'est le plan annuel de prévention des risques professionnels avec lié aussi à l'activité et conditions de travail qui était utilisé. Alors, on a voulu aussi regarder ensemble un lien entre la prévention et la performance de son établissement. C'est vrai qu'un établissement, c'est un ensemble d'éléments qui le constituent. Et on s'est dit que les établissements, les risques professionnels, des fois étaient perçus comme un élément supplémentaire à mettre en place dans son établissement. Et pour autant, les établissements connaissent bien les risques associés aux soins, connaissent bien aussi les risques liés au processus, au regard des conséquences que ça peut apporter sur les patients, mais aussi sur l'établissement. Donc, c'est vrai que l'approche des risques professionnels, c'est une approche participative qui nécessite une organisation et une mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais qui reste néanmoins une méthodologie qui est déjà bien connue et maîtrisée dans les établissements. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en passant la main à Grégory pour justement présenter la maîtrise et les principes. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons vous présenter les grands principes de l'analyse des actions de travail avec en fil rouge une étude de cas concrète pour vous positionner au plus proche de votre réalité professionnelle. Donc quelle que soit la méthodologie que vous allez utiliser, la donnée d'entrée sera toujours un accident de travail, un presque accident ou un événement indésirable
que vous pouvez rencontrer dans votre établissement. À l'issue de la méthodologie, le livrable attendu sera toujours un plan d'action de prévention, à l'identique que ce que vous avez mis en place lors de votre évaluation des risques professionnels. Et ce plan d'action de prévention vous permettra bien sûr d'éviter la production d'un accident de travail similaire à celui que vous avez rencontré, et également à participer et à contribuer à la mise en œuvre de l'évaluation des risques professionnels de votre établissement et de re-questionner la situation de travail qui a occasionné l'accident du travail. Si on fait un zoom sur votre domaine d'activité et l'accidentologie, Frédéric va vous présenter un petit peu les éléments qu'il faut retenir de ces statistiques. Voilà. On a souhaité partager avec vous ce constat sur l'activité hospitalière. Alors, c'est vrai qu'on a pris tout ce qui était administration hospitalière privée et publique. Néanmoins, nous avons souhaité, sur le plan national, faire un zoom justement sur l'accidentologie sur le secteur privé. Et on s'aperçoit bien qu'en première ligne, pour 62%, ce sont bien les manutations manuelles qui sont au cœur des problématiques de troubles musculo-squelettiques. Dans un second temps, parce qu'on pouvait faire le requêtage sur notre région, on s'est attaché à regarder qui étaient les professionnels qui étaient le plus impactés sur justement ces problématiques de manutention manuelle. Bien, sans aucun doute et sans surprise surtout, c'était bien le personnel soignant qui était en première ligne, et notamment plus particulièrement à l'occasion de transferts de résidents, ou de patients plutôt. Merci Frédéric. Donc, nous pouvons constater, d'après les statistiques, que ce sont les contraintes physiques liées à l'activité physique en milieu de travail qui sont à l'origine de la majorité des accidents de travail dans vos établissements, mais également des maladies professionnelles que vous pouvez rencontrer également au sein de vos établissements. C'est pour cela que nous avons choisi une étude de cas en fil rouge concernant une aide-soignante qui allait réaliser le transfert d'un patient de son lit au fauteuil. Ce que nous vous proposons, c'est de visualiser le film, d'être de témoin de cet accident de travail, et ensuite, après avoir visionné ce film, l'application Biclast aurait pu nous permettre de partager votre réflexion concernant l'accident de travail, mais on fera un petit débriefing avec Frédéric concernant la question à poser, identifier le ou les faits relatifs à l'accident de travail de Mélissa. Il faut souligner que bien évidemment, ce lien n'est plus actif, puisqu'il était associé à ce webinaire du 5 mars 2024. Néanmoins, nous partagerons, comme le disait Grégory, les résultats et du moins ce qui était attendu par rapport aux participants. Bon, monsieur Bédian, le lait de personne est en panne. Je vais vous aider à vous mettre sur le fauteuil. Ne vous inquiétez pas, hein. D'abord, je vais vous aider à vous asseoir sur le bord du lit. Hop. On tourne un peu. Voilà. Penchez-vous un petit peu sur la gauche. Merci. Penchez-vous un petit peu sur la droite. Merci. Hop, je vais vous caler un petit peu. Vous allez vous pencher vers l'avant, contre moi. Et quand je vous dis, vous allez pousser sur vos genoux, d'accord? Allez, on y va. On pousse sur les genoux, on pousse sur les genoux. Voilà, voilà, monsieur Bédian. On va tourner vers le fauteuil. Voilà. Hop, vous allez reculer vers le fauteuil. Voilà. Et on s'assied doucement. Voilà. Ah, putain, putain. Ça va, ma petite? Ça va, vous? Oui, mais si on se retrouve tous les deux sur un fauteuil roulant, on n'a pas aller bien loin. Voilà, donc vous avez été témoin de l'accident de travail de Mélissa, qui est aide-soignante. Vous avez été témoin à l'aide d'un film. Malheureusement, dans la vraie vie, vous n'aurez pas souvent à disposition une vidéo pour pouvoir constater l'accident et l'analyser. Ce film a été produit, pour information, par l'INRS, et vous pouvez le retrouver sur le site de l'INRS ou sur l'application YouTube.
Alors, concernant les principes de l'analyse des actions de travail, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner des outils pour pouvoir analyser. Il existe de nombreuses méthodologies, mais bien d'en tirer les principes, les grands principes et d'en maîtriser un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc, concernant l'accident de Mélissa, votre analyse d'accident de travail reposera toujours sur un élément essentiel qui est le recueil de faits. Ce recueil de faits, l'application BICAS qu'on va vous proposer, nous allons vous mettre différentes propositions et voir à partir de ces propositions lesquelles relèvent du fait et lesquelles ne sont pas malheureusement des faits sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour analyser l'accident de Mélissa. Donc, parmi les propositions sur lesquelles vous auriez pu vous positionner, nous avons différentes propositions. Alors, la première, Mélissa a glissé sur le sol humide. Mélissa est pressée. Mélissa manque de formation. Monsieur Bédian n'est pas tonique. Et Mélissa soulève seul Monsieur Bédian. Vous pouvez constater qu'il y a des petites coches qui permettent de voir les bonnes réponses des mauvaises. Mais surtout, nous allons vous préciser ce que finalement, qu'est-ce qu'un fait et comment on peut se mettre d'accord sur la notion de fait. Donc un fait sera quelque chose de reconnu comme certain, observable et ou vérifiable, quantifiable ou qualifiable, mais l'élément essentiel, c'est surtout que le fait doit être partagé par tous. Ce n'est ni une interprétation, ni une opinion, ni un jugement de valeur, ni un fait négatif, absence de, manque de. Frédéric, si tu veux peut-être présenter les différentes propositions et préciser lesquelles relèvent du fait. D'accord, tout à fait. Alors, Mélissa a glissé sur le sol. C'est un fait incontestable, donc vérifiable et mesurable, puisqu'on le voit bien à la vidéo. Mélissa est pressée. Alors, la notion de pression sur le salarié, elle est difficile à quantifier, difficile à mesurer, puisqu'elle fait appel à son interprétation, son appréciation de la notion de pression. Donc, c'est un élément qui peut être observé ou qui peut être pris en compte, mais qui ne reste pas dans les éléments prioritaires. Mélissa manque de formation. Mélissa manque de formation, la formation faisant partie évidemment des éléments permettant aux salariés de réaliser leurs tâches en sécurité. Maintenant, manque de formation, voilà, ça reste encore un élément qui va ouvrir sur d'autres questions. Donc, qui est négociable, qui est interprétable, qui peut être mesuré. Par contre, on peut le regarder si dans son plan de formation, on l'a formé au geste et posture. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à une glissade sur le sol, cette formation lui aurait été utile? Donc voilà, ça aura beaucoup de questions. Et donc, on va l'écarter en première lecture. Monsieur Bédian n'est pas tonique. Toujours pareil, Monsieur Bédian n'est pas tonique. L'appréciation, peut-être qu'un professionnel de santé aura une approche plus pertinente qu'un préventeur ou qu'une aide-soignante. Néanmoins, ça reste encore dans un domaine plus subjectif. Mélissa soulève seul Monsieur Bédian. Ben, toujours pareil. Un élément, c'est un fait incontestable, mesurable et quantifiable. Donc, je mets toujours les éléments. Donc là, c'est bien un élément qu'on a pu observer et c'est un élément factuel. Donc, parmi ces propositions, en fait, ces propositions peuvent se faire de différentes façons. Donc, comment recueillir des faits? Vous allez pouvoir recueillir des faits dans le cadre d'observation de l'environnement de travail ou alors également dans le cadre d'entretien que vous allez organiser au préalable. Vous allez recueillir les faits auprès de la victime, auprès des témoins, mais dans les deux cas, donc ces deux recueils de faits peuvent être complémentaires. Et il faut surtout que les informations nécessaires à la compréhension de l'accident doivent être collectées le plus tôt possible après la survenue de l'accident, si possible sur le lieu d'accident auprès des acteurs de cette situation. On peut souligner que dans vos établissements, vous avez une unité de lieu et vous avez la possibilité de réunir ces conditions et ces conditions de réussite de votre analyse des actions de travail pour recueillir les faits. C'est vrai que quelquefois,
on parle de recueil de faits à chaud et a posteriori. Donc, les deux éléments sont toujours bienvenus pour un recueil des faits plus pertinent possible. Nous pouvons vous donner quelques conseils pour optimiser le recueil de faits dans le cadre d'un entretien. Il faut dans un premier temps planifier des moments propices à l'expression des témoins ou de la victime. Laisser les personnes dans un premier temps s'exprimer librement pour décrire l'accident et son contexte. Expliquer le but de l'entretien en précisant bien qu'il ne s'agit pas de rechercher des responsabilités. Et puis surtout, ce qui est un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais se centrer sur la situation de travail et non pas sur le comportement de la victime ou d'un tiers. Ce recueil de faits, dans un premier temps, vous permettra de comprendre comment s'est déroulé l'accident, donc ce qu'on appelle la compréhension objective du processus de l'accident. Pour cela, il existe notamment ce qu'on appelle la modélisation chronologique d'un accident de travail. Un accident de travail sera toujours une histoire qui s'inscrit dans le temps, donc nous allons avoir la ligne du temps. Il y a un début, et en fait, la victime peut toujours poursuivre un objectif. Ici, Mélissa veut réaliser tout simplement le transfert de M. Bédian du lit au fauteuil. Vous vous rendez compte qu'on s'appuie sur le recueil de faits pour pouvoir répondre à cette première question. Une fois que Mélissa, on a bien défini l'objectif ensemble, derrière, Mélissa va réaliser une activité et va se mettre dans ce qu'on appelle une situation dangereuse, une situation de travail dangereuse, parce qu'elle va être à l'origine de l'accident du travail de Mélissa. Cette situation, il va falloir la décrire également avec le recueil de faits. Donc, Mélissa soulève seule manuellement M. Bédian et le guide vers son fauteuil. Jusque-là, tout va bien, elle maîtrise. Et survient un événement qu'on va appeler événement déclenchant, qui fait tout basculer. Ici, dans le scénario de l'INRS, l'INRS a fait exprès de mettre le sol glissant. Je ne sais pas si vous avez pu l'observer lors de la vidéo, mais le pied de Mélissa va glisser sur le sol humide. Cet événement, qu'on appelle l'événement déclenchant, va faire en sorte que Mélissa ne maîtrise plus la situation. Elle bascule dans un événement qu'on appelle l'événement dangereux. Et Mélissa est déstabilisée. Elle relâche M. Bédian, ce qui provoque ensuite derrière une lésion, une vive douleur dans la zone lombaire. À l'aide du recueil de faits et en posant certaines questions, vous avez pu ainsi construire le récit de l'accident du travail. Mélissa veut réaliser le transfert de M. Bédian du lit au fauteuil. Elle le soulève seule manuellement et le guide vers son fauteuil. Son pied glisse sur le sol humide. Elle est déstabilisée et ressent une vive douleur dans sa zone lombaire. Ce partage de cette compréhension objective du processus de l'accident est une bonne base de travail pour ensuite analyser l'accident du travail. Nous vous conseillons de faire valider le récit de l'accident de travail auprès de la victime ou du témoin. Et puis ensuite, ce recueil de faits, ou en tout cas cette modélisation, va nous permettre de définir 3 champs d'action. Nous vous rappelons que l'objectif de votre analyse, c'est de rechercher des mesures de prévention qui peuvent agir sur différents champs dans la ligne du temps. Traditionnellement, après la lésion, nous allons être sur le champ de la réparation, c'est-à-dire toute mesure efficace pour réduire les conséquences de la lésion. Concernant le champ de l'événement dangereux, alors il est difficile de le mettre en œuvre dans le cas d'un accident de travail lié à la manutention manuelle, mais sur les autres accidents, on va être sur le champ de la protection, qui peut être soit collective et ou individuelle, c'est-à-dire toute mesure efficace lors d'un événement dangereux pour éviter ou réduire le contact entre l'individu et le danger. Nous vous rappelons que dans le Code du travail et des principes généraux de prévention, il faut privilégier la protection collective par rapport à la protection individuelle. Et enfin, ce qui est intéressant dans cette modélisation, c'est que pour pouvoir trouver des mesures de prévention, c'est-à-dire toute mesure qui agit sur la situation dangereuse et ou sur le facteur déclenchant, il va falloir concrètement analyser les composantes de la situation dangereuse et tout ce qui s'est passé en amont de cette situation dangereuse. Et c'est à partir de cette analyse que vous allez pouvoir ensuite proposer des mesures de prévention. Donc logiquement, la deuxième étape, toujours dans le recueil de faits, va constituer à analyser les composantes de la situation dangereuse. Pour cela, nous allons vous faire visionner le film, donc la journée et les moments qui ont précédé l'accident du travail. Donc nous allons vous faire visionner ce film et ensuite le BICAS permettra de voir les différents faits qui relèvent de la journée de Mélissa.
sa radiothorax a été reportée à cet après-midi. 17h30. Salut. Émilie, ça va? Oula, autour de week-end. Hein. Elle est pas là, Aurélie? Non. Ensuite, Madame Zerbib est un peu angoissée pour sa colofibro. Elle a eu sa préparation, pas d'alimentation pour elle. C'est prévu à quelle heure? 9h30. Alors sinon, Monsieur Bédian a quand même eu une nuit très agitée. Il est complètement désorienté. Il a eu son somnifère, mais ça n'a rien fait, alors j'ai rajouté les gouttes prescrites. Vers 4h. Là, ça va, il est réveillé, mais pas la grande forme. Hein. Madame Rabier, elle a son scanner à 13h30, mais ça, c'est déjà prévu. Comment elle va? Oula, elle s'ennuie pas, la pauvre. Hein. Il y a du monde dans sa tête. C'est sûr. Gériatrie? Oui? Ah oui, c'est pour ça que... Bon, d'accord. Ouais. On va se débrouiller. Merci. Bon, bah, c'était le cadre de garde. Ils ont foutu Aurélie en cardio, ils n'ont plus personne. Ah ouais, ok. Super. Bon, bah, j'ai 14 petits déj à faire, moi, je peux? Oui, tu peux y aller. Bon courage, hein. Oui, Madame Dufour, je reviens pour la toilette tout à l'heure. Alors, Monsieur Bédian. Bah, vous avez rien mangé? J'ai pas faim. Il faut manger un peu, Monsieur Bédian. Il est trop chaud, votre thé. Mais non, il n'est pas trop chaud. Bon, c'est pas un hôtel 4 étoiles ici, mais enfin quand même. Pardon. Vous êtes sûr de ne rien vouloir manger? Buvez au moins le jus de fruits, ça va vous faire du bien. Il faut boire un peu, Monsieur Bédian. À tout à l'heure. Mélissa? Oui. Ils ont une place en écho, ils veulent prendre Monsieur Bédian pour lui poser sur le terre. Quand? Bah maintenant. Ah, attends, j'ai pas encore fait sa toilette. Donne-moi 10 minutes au moins. Bon, bah fais vite. Bien, Monsieur Bédian, vous avez renversé votre jus de fruits? Ah bon? Je sais pas. Hein. Peut-être. C'est rien. Excusez-moi. Je vous en donne du mal, ma petite. Faut que j'aille sur ce fauteuil après, hein? Vous inquiétez pas. Et voilà. Je vais chercher le lève-personne, je reviens tout de suite. Séverine? Séverine. Bon, Monsieur Bédian, le lève-personne est en panne. Je vais vous aider à vous mettre sur le fauteuil. Ne vous inquiétez pas, hein. D'abord, je vais vous aider à vous asseoir sur le bord du lit. Hop. On tourne un peu, voilà. Penchez-vous un petit peu sur la gauche. Merci. Penchez-vous un petit peu sur la droite. Merci. Hop, je vais vous caler un petit peu.
Vous allez vous pencher vers l'avant, contre moi. Et quand je vous dis, vous allez pousser sur vos genoux, d'accord? Allez, on y va. On pousse sur les genoux, on pousse sur les genoux. Voilà, voilà, monsieur Bédion. On va tourner vers le fauteuil. Voilà. Hop, vous allez reculer vers le fauteuil. Voilà. Et on s'assied doucement. Voilà. Ah, putain. Ah. Ça va, ma petite? Ça va, vous? Bah oui, mais si on se retrouve tous les deux sur un fauteuil roulant, on va pas aller bien loin. Voilà, donc vous avez pu visualiser l'ensemble de la journée de Mélissa juste avant son accident du travail. La consigne dans les conditions du direct aurait été de repérer les facteurs qui ont participé à la survenue de l'accident de Mélissa, toujours dans le recueil de faits. Donc on vous avait mis certaines propositions. Donc Mélissa a mal nettoyé le sol. Mélissa, du moins la batterie de la personne est déchargée. Le rendez-vous de Monsieur Bédian est avancé. Mélissa est stressée et Mélissa est seule pour réaliser le transfert. Donc on avait limité à 5 propositions, mais il est bien entendu que c'est non exhaustif et qu'il y avait encore beaucoup d'autres faits qui ont concouru à l'accident de travail de Mélissa. Bah, je laisse Frédéric peut-être analyser les différentes propositions. Alors, nous avons toujours la même lecture des faits qui ont concouru à l'accident. Mélissa mal nettoyé le sol. C'est un élément subjectif. C'est vrai qu'en regardant la vidéo, on s'aperçoit quand même qu'elle utilise les bons produits, qu'il y a la chiffonnette qui va permettre de finaliser, mais il reste encore un peu d'humidité. Aurait-il fallu mettre le triangle? Ça ouvre trop de questions. Et la notion de mal nettoyer, voilà, c'est même quelque chose de subjectif. Par contre, quand elle va essayer de regarder si le lève-personne fonctionne, elle s'aperçoit que ben non, il ne fonctionne pas, ben, c'est bien dû à la batterie qui est déchargée. Donc c'est vraiment un élément aussi factuel et qui est incontestable et mesurable, puisqu'elle a testé et elle s'est aperçue qu'il était déchargé. Le rendez-vous de M. Bédian est avancé. Alors oui, c'est un élément parce que dans l'organisation du travail, on s'est aperçu que Mélissa avait pas mal de tâches à réaliser. Donc ça s'intègre dans quelque chose qui était déjà programmé. À la suite du manque de personnel, ben, la situation évolue. Et ben, justement aussi, on s'aperçoit que le rendez-vous de M. Bédian est bien avancé. Mélissa est stressée, c'est ce qu'on a revu ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans les faits, on pourrait le supposer au regard de la situation et des éléments constitutifs. Néanmoins, ça est toujours subjectif, donc on le met plutôt à l'écart dans un premier temps. Mais ça, elle est seule à réaliser le transfert. Elle a pour autant essayé de retrouver du matériel en service, essayer de voir si elle pouvait avoir de l'aide d'une autre personne. Et finalement, elle a pris la décision, au regard de la situation, de réaliser le transfert seule. Donc oui, c'est vraiment un élément factuel aussi. Merci Frédéric pour cet éclairage. Donc, au regard de ces différents faits, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déjà, dans un premier temps, baser votre analyse et savoir différencier les interprétations des faits pertinents et aller au-delà de la seule situation dangereuse et du comportement de la victime. Et plus vous aurez de repérés de facteurs qui ont participé à la survenue de l'accident de travail, plus vous allez pouvoir avoir la possibilité de proposer des mesures de prévention pour éviter que Mélissa se retrouve à devoir réaliser le transfert de M. Bédian seul. Donc, prendre en considération les faits les plus proches de la lésion, mais également ceux situés les plus en amont. Interroger l'ensemble des composantes techniques, organisationnelles et humaines, leur interaction, et surtout bien mettre en évidence la pluricausalité, c'est-à-dire qu'un accident de travail n'est pas uniquement du fait d'une seule cause, mais bien d'un ensemble d'événements et d'ensemble d'événements qui relèvent de composantes techniques, organisationnelles et ou humaines. Cette analyse des composantes de la situation dangereuse, quelle que soit votre méthodologie, va vous permettre ensuite de pouvoir proposer des mesures de prévention pour éviter la survenue de cet accident. Donc, également, nous allons vous proposer différentes mesures de prévention sur les bases du BICAST.
Donc pour chaque fait que vous avez pu relever, il est recherché le moyen de le supprimer. Élément important, il ne faut pas que les propositions soient rejetées a priori. Vous devez apprendre l'exhaustivité des mesures proposées et puis ensuite voir leur pertinence par rapport à la situation de travail de Mélissa. Donc des petits conseils pour pouvoir rechercher des mesures de prévention dans une démarche participative. Donc organiser des temps pour la recherche de mesures de prévention, associer les salariés à la recherche des mesures de prévention. Et vous pouvez également associer, si nécessaire, des ressources externes suivant le risque auquel était confrontée la victime. Donc le groupe de travail en charge de l'analyse des actions de travail vous présente des propositions de mesures de prévention. Parmi ces mesures, lesquelles vont être intégrées à votre plan d'action pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc nous avons, avec Frédéric, proposé différentes mesures. Nous vous les livrons, elles ne sont pas exhaustives. Donc il faut équiper les aides-soignantes de chaussures antidérapantes, former le personnel à l'utilisation des aides techniques, équiper le service d'une aide technique complémentaire compensant les capacités abolies de la personne aidée, sensibiliser le personnel aux gestes et postures, assurer une coordination interservice dont le brancardage, former le personnel au PRAP2S, organiser le planning d'entretien des aides techniques. Frédéric, je te laisse la main. Alors, si on reprend à vrai dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans les choix que nous avons proposés. C'est juste peut-être la hiérarchisation et la pérennité de ces mesures qui vont nous amener à faire des choix. Équiper les soignants de chaussures antidérapantes, dit EPI, équipement de protection individuelle. Précédemment, Grégory vous l'a présenté, il y a les 3 grandes familles, prévention, protection collective et individuelle. Et ensuite, la partie réparation, pour laquelle la prévention ne peut plus rester parce qu'on on constate les lésions et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Oui, les EPI doivent être mis à disposition des salariés puisque quand la survenue d'un accident du travail, lors de la survenue d'un accident du travail, on s'aperçoit que quand tout bascule et que finalement on maîtrise plus rien et qu'on subit la situation, on se dit que la protection collective, en faisant peut-être écho des fois au garde-corps pour avoir une image simple et efficace, si on part en arrière et que finalement le garde-corps nous retient, on se dit on était bien content d'avoir la protection collective parce qu'on avait perdu l'équilibre. Et cet équilibre, on avait évité la chute au travers de la protection collective. Les chaussures de sécurité, alors il y a différents modèles avec des propriétés bien évidemment adaptées à chaque métier. Pour les aides-soignants, aides-soignantes, évidemment que le côté antidérapant est un élément central sur le choix. Elle parcourt beaucoup de distances, donc aussi il y a le poids qui va rentrer en ligne de compte. On peut s'apercevoir qu'il y a un grand nombre de modèles aujourd'hui qui sont proposés par les fabricants, associés bien évidemment aux différents métiers qui sont en activité dans cette partie-là. Est-ce que c'est un élément prioritaire dans la hiérarchisation des mesures qu'on pourrait proposer? On pourrait se dire que toujours pareil, dans l'esprit prévention, protection, on subit, mais c'est toujours dans la sphère, dans la grande famille de la prévention. On ne va pas forcément privilégier dans la dimension de pérennité cette mesure en première lecture. Elle reste applicable, elle fait partie du paysage ou du périmètre des éléments qui contribueront à la réponse. Mais on doit avoir un regard plus affûté pour mettre en place des mesures qui vont être collectives et qui vont aussi contribuer à éviter justement l'événement dangereux. Former les personnels à l'utilisation des aides techniques. Oui, l'employeur a une obligation de résultat et dans cette obligation de résultat, fait partie aussi cette notion de former ses salariés à l'utilisation du matériel qu'il va mettre à leur disposition. Donc c'est un élément qui est important
parce qu'on peut générer aussi des accidents du travail avec une méconnaissance du matériel. Donc, c'est quelque chose qui devient aussi, peut-être pas prioritaire en première lecture, mais qui est un élément incontournable et incontestable en matière de mesures de prévention. Équiper le service d'une aide technique complémentaire composante de la capacité les capacités abolies. OK. Alors cet élément-là, on a bien sûr dans les grandes familles de mesures de prévention 3 axes: organisation, mesures de prévention liées à des éléments techniques, et ensuite un dernier axe qui est sur l'humain et plus particulièrement la formation des salariés. Alors, les aides techniques, dans le paysage des aides techniques aujourd'hui, vous savez bien qu'on a plusieurs éléments. Alors, on va se focaliser sur le transfert de patients, notamment avec un verticalisateur. Quand le niveau d'autonomie du patient a été évalué et on se dit que c'est le verticalisateur qui est l'aide technique la plus appropriée. Après, on peut avoir aussi quand le niveau d'autonomie et les appuis ne sont pas présents, les lève-personnes mobiles qui sont aussi des aides techniques, mais qui, par certains côtés, et on l'a vu justement avec Mélissa, ne sont pas forcément à disposition immédiate, ne sont pas à proximité, et au niveau du suivi technique, on se dit que le matériel n'avait pas été rechargé à la suite de sa dernière utilisation. Un dernier point, oui, les aides techniques avec les rails plafonniers avec le moteur associé, qui sont des aides techniques présentes dans les chambres des patients, donc du coup à proximité immédiate, à utilisation aussi immédiate. Et l'enjeu se pose et se porte sur le moteur mobile ou semi-mobile ou fixe. Donc après, ça c'est des choix techniques en fonction des stratégies des équipements, des établissements. C'est sensibiliser le personnel aux gestes et postures. Alors la formation gestes et postures, c'est une formation historique qui, bien évidemment, est une formation utile, mais qui revêtent un aspect qui dit on va adapter l'homme au travail puisqu'on va lui permettre de se positionner par rapport à la charge pour éviter d'éviter un accident ou d'éviter d'avoir des problèmes de lombalgie ou de TMS plus largement. Donc oui, on se positionne par rapport à la charge, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à sa posture pour réduire tant que faire se peut, le risque de survenue d'un accident de travail. Donc, c'est une mesure qui existe. Est-ce c'est la plus pérenne? Je ne la mettrai pas non plus en tête de liste. Assurer une coordination interservice dont brancardage, c'est une partie, oui, qui n'est pas à négliger, la collaboration. Mais du coup, est-ce que c'est une mesure pérenne qui peut s'inscrire dans la durée en disant qu'on fera tous les transferts à deux? Ça réduit le niveau d'intensité de la personne, enfin de la personne à transférer. Néanmoins, ça reste quand même une situation dangereuse. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit valoriser ou promouvoir même. Formation du personnel à la prévention des risques liés à l'activité physique dans le sanitaire et médico-social. Donc là, oui, par rapport aux gestes et postures, on a cranté en matière de prévention, puisque cette formation va vous permettre d'appréhender aussi l'environnement de travail et regarder la situation de travail avec un regard plus élargi. Et donc avoir des mesures de prévention, voilà, un champ de mesures de prévention plus étendu. Plus étendu parce que oui, on regarde la situation, on regarde l'environnement, on regarde les conditions dans lesquelles ça se passe, pourquoi on a dû faire ce transfert. Et donc, ça donne des éléments d'appréciation qui apportent des
des pistes de progrès plus importantes que le simple fait de gestes et postures, se dire, oui, on apprend, on va donner les clés pour faire le transfert du résident ou du patient, en l'occurrence, donc qui est moins important. Organiser le planning d'entretien des aides techniques. Oui, les aides techniques, OK, malgré tout, il faut savoir que ces aides techniques, elles sont sollicitées. Donc, un suivi des aides techniques est impératif pour ne pas se retrouver dans une situation dégradée, comme Mélissa, par exemple, où le matériel n'est pas chargé, ou quelquefois pour les rails plafonnés, où on s'aperçoit que la télécommande ne fonctionne plus parce que le câble a été tiré ou le câble est distendu et il y a un faux contact dans la télécommande, donc ce matériel n'est plus utilisé. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais si on devait se dire dans le registre de la prévention des risques professionnels qui est prioritaire par rapport à la protection individuelle ou collective, c'est vrai que les équipés d'aides techniques adaptées, former le personnel à l'utilisation du matériel et planifier l'entretien des aides techniques serait voilà, dans le top 3 des priorités, sans bien évidemment négliger les autres points qui font partie aussi des mesures de prévention à promouvoir. Merci Frédéric. Donc, vous pouvez constater que sur la base du recueil de faits et de votre méthode d'analyse de la situation de travail, vous avez pu mettre en évidence des leviers d'action de nature diverse. Mais comme vient de vous le rappeler Frédéric, nous vous conseillons et nous vous invitons plutôt à privilégier des mesures d'ordre technique ou organisationnel, à les compléter avec des mesures humaines, mais surtout l'écueil à éviter, c'est de se retrouver avec uniquement des mesures humaines, car elles ne sont malheureusement pas stables ou efficaces pour la pérennité et la prévention des risques professionnels liés à la situation de travail que Mélissa a rencontrée. Donc, nous allons arriver à la fin de notre méthodologie, des grands principes qu'on voulait vous présenter. Donc, vous voyez que les éléments importants, donc votre analyse se basera sur du recueil de faits. Ça permettra, avec des outils que vous allez pouvoir mettre en œuvre, de partager la compréhension de l'accident, d'analyser les composantes de la situation dangereuse, de proposer des mesures de prévention, pour qu'à la fin, vous puissiez mettre en œuvre des plans d'action de prévention qui transforment les situations de travail et qui vous permettent de maîtriser les risques auxquels est exposée Mélissa. Donc, ces actions seront à planifier et à valider par la mise en œuvre, avant la mise en œuvre par les salariés concernés. Et puis, vous pouvez les inscrire classiquement dans votre tableau de mise en œuvre, un tableau de plan d'action que vous pouvez avoir et que vous avez sûrement dans votre établissement. Dernier petit conseil, c'est aussi dans certains cas organiser le retour au poste de la victime, surtout après une longue absence, pour pouvoir lui présenter les résultats de l'analyse et surtout présenter les actions qui ont permis de transformer la situation de travail et organiser au mieux le retour à son poste de travail. Donc, nous avons choisi de prendre un action de travail lié au risque lié à la manutention manuelle, parce qu'il est totalement intégré dans vos systèmes de production et de services, dans beaucoup de domaines d'activité. Et on peut se retrouver des fois en difficulté par rapport à des accidents de travail où finalement la situation de travail et le lien de causalité avec la lésion ne peut être difficilement établi. Donc, si on prend le quotidien d'une aide-soignante, on l'illustre au travers de ces petites vignettes, vous voyez qu'elles ont différentes tâches à réaliser et toutes ces tâches vont solliciter plus ou moins l'organisme, en tout cas les membres supérieurs ou inférieurs, le dos, et générer peut-être des micro-lésions qui malheureusement ne seront pas perceptibles par l'aide-soignante. Toutes ces situations, donc souvent dans le cas d'un accident de travail en lien avec les manutentions manuelles, ce qu'on a vu, l'événement déclenchant ou l'événement dangereux ne sont pas une anomalie, mais bien un acte de travail.
tous les jours, vos aides-soignantes ou le personnel en charge de certaines activités vont prendre leur poste, vont réaliser au quotidien et sur un long temps des gestes qui vont solliciter les membres. Et puis jusqu'au jour, si on s'intéresse par exemple à la personne qui réalise le lit, en se baissant, elle se bloque le dos et ça sera reconnu, ou en tout cas, vous allez faire une déclaration d'accident de travail qui qui aboutira à la reconnaissance de cet accident de travail. Et en fait, on s'aperçoit que c'est l'ensemble des situations de travail qui occasionnent des micro-lésions jusqu'au jour où un mouvement en plus va générer un symptôme. Il y aura un diagnostic qui sera souvent peut-être une hernie discale. Et puis derrière, on va être classiquement sur les soins. Alors cette modélisation, on vous avait présenté précédemment la modélisation de l'accident de travail, et bien là vous avez devant vous la modélisation de la maladie professionnelle. Donc ce qui rend complexe l'analyse de ces situations de travail et la recherche de mesures de prévention efficaces associées à la situation de travail, c'est que ce sont la répétition des tâches quotidiennes qui, prises individuellement, ne sont pas forcément traumatisantes pour l'organisme. Et puis surtout, il y a un délai qui sépare les situations de travail de l'apparition effective d'un symptôme. C'était juste pour vous apporter un éclairage sur la notion de maladie professionnelle. Donc, on n'aura pas le temps au travers de ce webinaire de vous présenter plus précisément la maladie professionnelle, mais c'est une problématique qui s'impose à vous, notamment au travers de la désinsertion professionnelle, avec des inaptitudes suite à des maladies professionnelles, mais vous avez la compréhension du mécanisme et puis surtout la compréhension que certains accidents de travail vont être difficiles à analyser parce que le lien de causalité est difficile à établir. Voilà, nous avons fini concernant notre présentation sur les grands principes de l'analyse des accidents de travail. Je vais laisser le mot de la main à Frédéric. Merci Grégory. Donc voilà, on voulait vous remercier aussi pour ce partage avec vous, même si c'est un réenregistrement. Il y a quelques points clés qu'on voulait partager aussi avec vous, qui font écho bien évidemment à l'organisation du travail. Vous avez bien entendu la prévention des risques liés à l'activité physique, le PRAF2S, les acteurs PRAF s'inscrivent dans un schéma plus grand pour mettre en place une organisation de la prévention pérenne, avec bien évidemment, on le rappelle, on l'a fait précédemment, mais on le rappelle encore une fois, la création d'une mission pour un de vos salariés d'animateur prévention dans le secteur sanitaire et médico-social, qui est une formation NRS, avec aussi associé la formation du dirigeant, qui est une formation de sensibilisation à la prévention. Donc tout ça mis en place va permettre d'avoir un maillage plus efficace justement sur la prévention des risques professionnels. On a un autre élément aussi sur tout ce qui va être aide technique, donc de faire le bon choix et de ne pas se priver de rencontrer des professionnels pour vous aider à évaluer votre besoin. Un autre point aussi, le format webinaire qu'on vous a proposé aujourd'hui pour l'analyse d'un accident du travail n'est pas une formation, puisqu'il faut savoir qu'une formation sur cette thématique prend 3 jours justement pour balayer tous les éléments constitutifs. Donc là, le webinaire vous a permis d'apprécier justement par cette approche modéliser l'analyse d'un accident du travail dans vos CARSAT, CGSS et à la CRAMIF, ou du moins dans les caisses où il y a un service de formation qui peut vous proposer ce module, analyser les accidents du travail. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être envisagé si vous avez trouvé l'intérêt à aller plus en avant dans justement cette thématique. Donc, on a fini pour ce point-là. Quand on a parlé aussi de tout ce qui était maladie professionnelle, est prévu dans un temps prochain aussi de partager avec vous un nouveau webinaire sur la thématique des risques psychosociaux,
dont le mécanisme, par certains côtés, peut s'apparenter à celui de la maladie professionnelle. Donc voilà, on espère vous retrouver pour un prochain webinaire justement sur la thématique des risques, psychosociaux. Donc voilà, on reprend en visu. On va partager avec vous la fin du webinaire initial avec les remerciements et justement le fait d'avoir évoqué que celui-ci avait rencontré des difficultés techniques qui nous ont amenés à faire ce nouveau format. Nous espérons avoir retenu votre attention. Grand merci de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire qui s'inscrit bien évidemment dans ce web-série initiée avec la FHP pour voilà, faire un chemin ensemble sur le registre de la prévention des risques professionnels. Merci.